rendre durable d'une certaine manière l'éphémère. Il y a déjà une magie, on recommence. Les deux, en fait. L'art en général, le propre de l'art et des artistes, c'est d'inscrire dans la durée des moments éphémères. Ce sont deux notions qui, à la fois, sont contradictoires. Un artiste, face à la nature, par exemple, va vouloir capter, comme les impressionnistes, un moment fugitif, un instant, une heure dans la journée, où la luminosité crée tel effet sur les formes ou sur la végétation. Et d'un autre côté, cet instant fugitif va être inscrit, matérialisé à travers l'œuvre d'art. La notion d'art éphémère va se développer dans les années 60, dans cet esprit de contestation. C'est ce qui marque un peu la naissance de l'art contemporain, où beaucoup d'artistes vont vouloir s'opposer à l'art, je dirais, comme institutionnel, c'est-à-dire qu'on va vouloir quitter les musées comme lieu d'exposition. Ça va devenir la rue, par exemple, pour certains, et ça va devenir la nature pour d'autres. Une grande mouvance comme le land art va se développer à la fin des années 60. Les artistes vont travailler avec cette nature qui va elle-même produire les lignes, les formes, les couleurs des créations artistiques. On retrouve cela chez Richard Long, artiste anglais, un des représentants majeurs du land art, qui lui va arpenter le monde pour y découvrir justement ces formes toutes faites, les faire ressortir et les prélever. Et c'est ce qu'il fait dans Utah Circle, donc cette œuvre qui est présente dans l'exposition, puisqu'il va se rendre dans le désert de l'Utah, va être frappé par ces pierres qui sont chargées de siècles de dépôts minéraux, qui vont s'accumuler et créer justement cette pierre avec tous ces dessins un peu roses. Il va reprendre ces cailloux, ces éléments, pour réinstaller ça dans l'espace muséal ou dans les espaces des galeries. Finalement, ce que fait Richard Long, c'est marcher dans la nature, et c'est son regard qui va prélever l'œuvre que la nature lui offre. Il y a certainement des points communs, parce que l'artiste comme le paysagiste commence toujours par porter un regard sur les choses. Un paysage n'existe que si on porte un regard sur lui, sinon c'est un territoire. Et il se passe toujours quelque chose qui est de l'ordre de vouloir exprimer, d'exprimer une émotion, d'exprimer un point de vue. Cette relation entre le microcosme et le macrocosme, c'est une relation qui remonte à très loin. Et on pourrait incarner ça dans les séries de paysages anthropomorphes qui vont se développer chez des artistes, des peintres maniéristes, comme ces deux paysages qui représentent des paysages en forme de tête humaine, en fait. On peut se poser la question, mais qui a fabriqué ces paysages? Alors est-ce l'homme ou la nature? Quand on regarde dans le détail, on peut voir que certains éléments de ces paysages anthropomorphes, les cils par exemple, ou les cheveux, c'est la nature. La forme du visage, ça peut être le vent, l'érosion, donc la nature également. Mais le nez par exemple du personnage féminin, la tour qui représente le nez, eh bien ça c'est une construction de l'homme. Ces paysages sont l'œuvre à la fois d'une réelle collaboration entre la nature et la construction de l'homme. C'est là qu'est le lien avec une œuvre telle que Richard Long la présente, parce que finalement, ce qu'il présente dans son Utah Circle, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une collaboration étroite, presque respectueuse, une œuvre à quatre mains presque entre l'homme et la nature. Le parc ne devient jamais vraiment ce qu'on a dessiné. Alors dans certains cas, même des fois, on ne le dessine pas. On met en place des pratiques qui vont générer un paysage, qui vont générer des aménagements. Le paysagiste va s'inspirer des lieux. Et clairement, les lieux, ils ne sont pas vides quand on arrive. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une culture, il y a déjà une magie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on ne peut pas partir de zéro. Et donc, on doit partir de ce qui existe, bien souvent. Mais une fois qu'on plante une plante, soit elle va pousser, soit elle ne va pas pousser. Et donc, le travail du paysagiste, il travaille beaucoup avec l'évolution et imaginer un futur souhaitable, mais ce qui arrivera, arrivera.
Les artistes du land art, comme Nash par exemple, ils réalisent ces constructions, ces créations sur le lieu même où l'arbre a poussé. On se demande, Nash est-il architecte paysagiste ou artiste? Où est la frontière en fait? La frontière dans l'art moderne entre l'art et la vie s'effrite, s'érode de plus en plus. Est-ce que l'art peut être éco-responsable? On a un intérêt à garder la végétation, même le bois mort, in situ, parce que ça peut apporter beaucoup de choses et notamment ça peut être aussi une source de création, une nouvelle réappropriation, une seconde vie à cet arbre. Et dans certains cas, voilà, on demande au bûcheron voir s'il n'a pas une idée pour transformer ce qui existe, ce bois mort, en quelque chose de réapproprié. Et petit à petit, cet arbre est utilisé comme un banc, et puis de moins en moins parce qu'il est en train de pourrir, et puis de plus en plus retourne à la nature. Un véritable processus de renaissance quelque part. Je dirais quand même que l'art, d'une manière générale, est d'office artificiel. C'est de là que vient le terme art, en tout cas en français, artefact, une fabrication de l'homme. Le véritable thème des impressionnistes, on peut se poser la question, est-ce la nature ou la lumière elle-même? Et cette question se pose particulièrement chez Émile Close. Il va réaliser toutes ces peintures, ces séries de peintures, avec quasiment toujours le même point de vue sur la Tamise. Tandis que Flévin, lui, va prendre la source lumineuse, le tube néon, donc qui est par excellence quelque chose d'artificiel, pour reproduire des lumières qui peuvent être froides ou chaudes. C'est ce qu'il fait dans son œuvre, l'œuvre présente ici dans l'exposition, puisque on part de tubes néons qui vont produire une lumière froide et qui vont petit à petit, de manière sérielle, un peu comme les impressionnistes faisaient plusieurs tableaux, l'un à la suite de l'autre sur la même vue. Ce qui est important aussi, c'est que le sujet n'est pas là où on croit qu'il est. L'objet, l'œuvre d'art, n'est pas le néon accroché au mur, mais la lumière qu'elle produit. Donc ça, c'est un grand point commun qu'un artiste comme Dan Flavin a avec les impressionnistes. Mais il le traite de façon minimale. C'est cet effet de la lumière sur l'espace environnant. On n'est pas forcément le créateur, même s'il y a une part de création. Le plus grand artiste, ou la plus grande artiste, c'est la nature elle-même.